En propos liminaire, je voudrais préciser d'abord que je suis historien du monde grec, donc je vais surtout parler du monde grec, dans une moindre mesure du monde romain. Je ne dirai un mot des autres aires culturelles de l'Antiquité qu'en conclusion, s'il reste un tout petit peu de temps, et que je vais tenir hors de mon propos les sources chrétiennes, parce que avec le christianisme, les choses changent, disons, et donc la donne est modifiée. Et d'autre part, l'avortement n'est pas mon terrain d'étude, en tout cas ne l'est plus depuis 25 ans. J'ai travaillé là-dessus, donc c'était il y a longtemps. Depuis, il s'est fait beaucoup de choses. Je ne suis pas retourné aux sources, je me suis contenté de travailler à partir de la bibliographie, qui en 25 ans a beaucoup grossi, donc c'est une bibliographie pléthorique. Et donc, voilà, c'est plutôt une synthèse qu'une recherche à partir des sources proprement dites. Alors, ces sources, quelles sont-elles? Eh bien, des textes médicaux, des textes philosophiques, des textes juridiques et puis des textes religieux. Et la bibliographie, eh bien, sans surprise, cela a intéressé des historiennes et des historiens de l'histoire des femmes et du genre, mais aussi des spécialistes de l'histoire de la médecine, des spécialistes de l'histoire de la philosophie, des spécialistes des philosophes aussi, et des spécialistes de l'histoire du droit, donc, qui se sont intéressés, d'où l'abondance de cette bibliographie. Une des difficultés tient au vocabulaire. Les termes pour désigner l'avortement, donc là, les termes que je vous ai mis, c'est les termes grecs, ne distinguent pas toujours entre l'avortement accidentel, spontané, donc la fausse couche, et l'avortement provoqué, l'interruption de grossesse volontaire, ni d'ailleurs de façon très claire avec la contraception. Donc je vais dans un premier temps vous parler un petit peu des pratiques en matière d'avortement dans l'Antiquité, et dans un second temps des normes, des jugements qui existent ou n'existent pas concernant l'avortement. Alors, première chose, donc, les pratiques, et l'historiographie tend à distinguer couramment entre des savoirs savants, donc, qui sont ceux des médecins, et des savoirs, on trouve parfois dans la bibliographie, dans les articles et les livres, des savoirs, des remèdes de bonnes femmes. Tout ça est écrit parfois, et donc c'est une distinction qui est d'autant plus artificielle qu'en réalité, du point de vue des sources, on est surtout documenté sur les savoirs savants, c'est-à-dire sur l'avortement médical. Il est couramment pratiqué, il est cité abondamment dans les sources médicales depuis le 5e siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle de notre ère, enfin je ne suis pas allé au-delà. Donc depuis Hippocrate et les médecins hippocratiques 5e et 4e siècle, et un peu après encore Aristote au 4e siècle, puis si on fait un petit bond dans le temps, on arrive à donc Pline l'Ancien, qui est un naturaliste romain, et son contemporain Dioscoride, qui est un botaniste grec. Donc là on est au 1er siècle, et puis je me suis arrêté aux deux grands médecins de l'Antiquité, qui sont Soranos d'Éphèse et Galien de Pergame, qui donc sont des médecins grecs dans l'Empire romain. Alors, assez souvent, ils parlent de l'avortement dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui un avortement thérapeutique. Dans un cadre médical, il s'agit par exemple de délivrer une femme enceinte d'un fœtus mort, et donc ce faisant, il s'explique les différentes méthodes, et il y a une très très grande variété de ces méthodes qui sont principalement des méthodes pensées en fonction du développement de l'embryon, développement sur lequel les médecins grecs ont des idées bien arrêtées, les médecins de l'Antiquité en général, des idées bien arrêtées, assez précises, à défaut d'être juste au regard de nos connaissances actuelles. Et en particulier, ils distinguent une première phase de la grossesse, dans la première semaine, dans les 7 premiers jours, après le rapport sexuel fécondant, dans lequel, pense-t-il, l'embryon n'est pas encore formé, et donc il est possible en quelque sorte de décoller le sperme, qui n'a encore pas bien adhéré à la matrice, à l'utérus. Et certains médecins considèrent d'ailleurs que pendant cette première période, on ne peut pas nécessairement parler d'avortement à ce stade-là. C'est la distinction que fait par exemple ici Soranos d'Éphèse, donc qui est une distinction entre des produits
qui seraient plutôt des produits contraceptifs, ou en tout cas d'avortement en quelque sorte, un peu la pilule du lendemain, hein. C'est un peu la mifepristone de l'Antiquité, et les produits véritablement abortifs qui sont ceux qu'on utilise dans la seconde phase quand l'embryon est formé. L'auteur hippocratique du traité de la nature de l'enfant, donc un médecin de l'école de Cos du 5e siècle avant notre ère, explique ainsi à une prostituée qui prétend être au tout début de sa grossesse comment elle doit procéder pour être délivrée, et donc il lui conseille de sauter violemment. Donc je l'invitais à sauter en faisant aller ses talons jusqu'à ses fesses. Elle l'avait déjà fait 7 fois lorsque le sperme tomba à terre en faisant un bruit. Donc ce qui est tombé, et qu'il estime être, je cite, un sperme de 6 jours, à l'apparence, nous dit-il, il le décrit, d'un œuf cru dans lequel il croit pouvoir distinguer des éléments en formation. Donc ça, c'est la première phase, si vous voulez, de la grossesse. La seconde phase, c'est jusqu'au 30e ou 40e jour, ça varie d'une source à l'autre, où cette fois, les deux semences, la semence paternelle et la semence maternelle, ont bien coagulé en un embryon, mais celui-ci est encore mal formé. Les embryons mâles se forment plus rapidement que les embryons femelles. Et c'est une période qui est favorable à l'avortement parce qu'il n'est pas encore trop dangereux. Et donc là, il y a toute une série de méthodes possibles. Alors on peut secouer la femme, la faire courir, la faire sauter, la brinque-baller en voiture, modifier son régime, tout d'un coup, lui prescrire de boire du vin avant les repas, de manger épicé, lui faire absorber des médicaments abortifs, c'est-à-dire des substances qui sont considérées comme héménagogues, ou bien qui sont des substances purgatives, ou bien procéder à des lavements vaginaux, ou enfin recourir à des PCR, c'est-à-dire à des sortes de cataplasmes vaginaux, donc avec un petit fil pour pouvoir récupérer. Donc il y a une sorte de gradation dans ces traitements. Et puis au-delà du 40e jour, là on pense que l'embryon est bien formé, mais qu'il est aussi bien accroché, et que c'est beaucoup plus difficile et plus dangereux, et l'efficacité de ces méthodes abortives, pense-t-on, est beaucoup moins évidente, et donc l'avortement devient plus délicat et met en danger la vie de la mère. Quand tout a échoué, il ne reste plus à recourir qu'à un traitement plus invasif qui fait appel à des instruments tranchants pour détacher le fœtus de la matrice. La plupart des médecins considèrent que de toute façon, l'avortement est dangereux pour la femme, comme vous le voyez dans cet écrit d'un auteur hippocratique, l'auteur du traité des maladies des femmes au 5e siècle avant notre ère. Alors, à côté de ça, à côté de ces savoirs savants, dans quelle mesure peut-on dire aussi qu'il y a un autre savoir qui circule? C'est en tout cas l'opinion de la plupart des savants aujourd'hui. À côté du noble savoir des médecins, il existe toutes sortes de connaissances de nature empirique, des recettes, ou à caractère magique, des imprécations, des talismans. Malheureusement, s'il arrive que nos sources fassent allusion à ce type de savoir populaire, elles sont très rares et surtout elles sont extrêmement imprécises. Alors ces connaissances des femmes, qui seraient détenues notamment par les accoucheuses, sont évoquées par les médecins qui déplorent les manœuvres abortives et funestes pour la santé que pratiquent les femmes dont nous dit l'auteur hippocratique du traité de la nature des enfants, se disent les choses entre elles. Donc vous voyez une sorte de savoir comme ça qui échappe un peu aux médecins, qui circule entre les femmes, et sans doute le reproche implicite mais principal des médecins, c'est justement que ces femmes se passent de leur service, et donc mettent ainsi en danger leur vie. Alors à côté de ces allusions dans le corpus médical, à ces savoirs féminins, il y a aussi Platon qui, de son côté, dans le Thé et Tête, décrit les femmes comme expertes en drogue, en pharmaca et en incantation, en époïda, qui sont donc utiles pour faciliter aussi bien l'accouchement que l'avortement. Je vous ai mis le passage du traité, du dialogue. L'existence de ces recettes abortives est peut-être connue d'un public assez large. En tout cas, manifestement, le public qui rit aux blagues d'Aristophane, donc à la fin du 5e siècle, dans la paix, dans Lysistrata, doit comprendre que le pouliot, donc blécone en grec, c'est-à-dire, vous savez, une variété de menthe,
est un contraceptif abortif efficace, sinon il ne pourrait pas rire à ces passages-là de ces pièces. Donc, comme le remarque Lydie Baudiou, parfois témoins, parfois complices, souvent impuissants, les médecins sont aussi spectateurs de pratiques féminines, puisque, comme le déplore aigrement l'auteur du traité hippocratique du fœtus de 8 mois au 5e siècle avant notre ère, elles disent tout ce qu'elles savent et elles continueront à le faire, car on ne saurait ni en fait ni en parole les persuader qu'elles connaissent quelque chose de mieux que ce qui se passe dans leur corps. Si, comme l'affirme Constantin Caparis, l'avortement était un problème de femme, non un problème de famille, il n'est donc pas surprenant que les auteurs masculins les traitaient avec autant de suspicion que tous les autres sujets où les femmes décident par elles-mêmes. Donc voilà pour les pratiques telles qu'elles sont documentées, donc principalement par un discours scientifique, si on peut oser ce terme anachronique. Alors du côté des normes et des jugements, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de répression pénale de l'avortement dans l'Antiquité classique. Alors bien sûr, il y a bien deux sources antiques qui semblent indiquer que l'avortement a été prohibé dans les législations les plus anciennes, les plus archaïques, celle attribuée à Lycurgue de Sparte et celle de Solon d'Athènes, qui a été magistrat à Athènes au début du VIe siècle avant notre ère. Il s'agit d'une part d'un passage d'un traité attribué faussement à Galien, en tout cas transmis dans le corpus galénique, mais dont la critique a reconnu qu'il est en réalité un ouvrage néo-pythagoricien, peut-être néo-platonicien, de la fin du IIIe siècle de notre ère, et d'autre part d'un passage d'un stoïcien du 1er siècle de notre ère, Caius Musonius Rufus, transmis à la fois par un papyrus littéraire datant du 3e siècle de notre ère et par un compilateur de l'Antiquité tardive qui s'appelle Jean Stobé. Passage qui affirme que l'avortement et la contraception étaient punis par les lois grecques, sans préciser lesquelles. Et la justification qu'il en donne repose sur la nécessité d'une politique nataliste pour lutter contre le fléau social qu'est le manque d'enfants. Mais la difficulté de ce témoignage, c'est d'abord que Musonius ne cite aucune loi précise et surtout que, assez souvent dans d'autres textes, il est aisé de le prendre en défaut. Et donc, un historien italien, Enzo Nardi, a démontré que la véracité des supposées lois de Lycurgue et Solon est indémontrable et même probablement, enfin même assez improbable. Un discours aussi a fait beaucoup couler d'encre. Alors cette fois, on a un texte assez précis. C'est un plaidoyer qui malheureusement est fragmentaire de l'orateur attique Lysias, le Péri Ambroséos sur l'avortement. Donc on est au IVe siècle avant notre ère à Athènes, par lequel un certain Athénien, un certain Antigène, attaque en justice son épouse qui a pratiqué un avortement. Comme Laura Pepe l'a démontré, ce discours ne soutient pas l'hypothèse de l'existence d'une loi défendant les droits de l'enfant et proscrivant l'avortement en tant que tel. Si l'épouse est attaquée et si elle est punissable, c'est parce qu'elle a porté atteinte aux espérances du père et à la maîtrise du père sur son oikos, c'est-à-dire sur la cellule familiale. Dans les cas où le mari a consenti à l'avortement ou lorsqu'il l'a ordonné, provoqué, absolument aucune action légale n'est envisageable, même si l'épouse a été blessée, parce qu'en fait, il ne fait qu'exercer ses droits. Dans le droit romain aussi, l'enfant n'est pas protégé pour lui-même, mais en tant qu'héritier potentiel du pater familias, certes, selon Plutarque, donc un philosophe grec mais qui vit dans l'Empire romain au IIe siècle de notre ère, dans sa vie de Romulus, une loi de Romulus, le fondateur de Rome, autorisait le divorce si l'épouse était accusée d'empoisonnement, pharmakeia, un terme que certains historiens comme Constantinos Caparis et d'autres spécialistes proposent d'interpréter comme une boisson abortive. Mais là encore, ce qui est criminel, si toutefois on admet que le mot pharmakeia désigne bien un abortif, c'est d'avoir lésé le pater familias dans ses prérogatives. Le fœtus n'est qu'une partie des entrailles de la mère, mulieris portio vel viscerum, comme dit le digeste, jusqu'au moment où il naît vivant, en poussant son premier cri, mais ses droits successoraux sont garantis avant sa naissance, si son père est mort, notamment par l'institution de ce qu'on appelle un procurateur au ventre, qui est chargé donc de veiller aux intérêts de l'enfant à naître. À côté de ça, eh bien, on trouve, par exemple pour l'époque hellénistique, aucun diagramme royal, aucune activité législative des cités grecques, notamment en Égypte hellénistique, pour
pourtant on a beaucoup de documentation concernant le droit familial qui se rapporte à l'avortement. Donc il faut attendre un rescrit de Septime Sévère Caracalla en 211 de notre ère pour que l'avortement soit officiellement puni d'exil, mais toujours au nom des droits du père et non pas de l'enfant. La vente de produits abortifs est à partir de cette date interdite et associée même à une peine de mort si la mère décède. On peut donc affirmer que, en Grèce comme en Italie, l'avortement n'est légalement réprimé que si la femme agit sans l'accord du père, lésant ainsi ses droits. Alors par contre, on a un corpus de prescriptions religieuses où il est question de l'avortement et de la souillure que comporte l'avortement. C'est ce qu'on appelle les lois sacrées, c'est-à-dire des textes épigraphiques, des textes qui sont venus jusqu'à nous sur des pierres, gravés sur des pierres, qui réglementent en quelque sorte la police dans les sanctuaires grecs, et qui proscrivent l'avortement, ou plus exactement, qui condamnent les personnes qui ont été en contact avec l'avortement, et qui leur interdit l'accès au sanctuaire. La plus connue de ces lois, c'est la loi sacrée de Cyrène, donc en Libye actuelle, fin du IVe siècle avant notre ère, qui énonce que la femme qui avorte est souillée. Et cette loi stipule que si le fœtus n'est pas encore formé, la souillure est assimilée à celle que comporte une naissance, mais si les membres et le sexe du fœtus sont reconnaissables, cette souillure est assimilable à la souillure qui accompagne un décès, une mort. Le texte dit, lorsqu'une femme avorte, si le fœtus est visible, la souillure est celle qui vient d'un mort, s'il n'est pas visible, la maison est souillée comme par une naissance. Notons que le texte ne permet pas de voir s'il est question ici d'une fausse couche ou d'un avortement provoqué, ou des deux. D'autres lois sacrées spécifient la durée de l'impureté de la femme, par exemple 7 jours après une naissance, ou 40 jours après un avortement, dans le sanctuaire des dieux syriens de Délos, fin du IIe siècle avant notre ère. Le règlement du sanctuaire d'Érésos, dans l'île de Lesbos, à la même époque, spécifie que toute personne en contact avec un avortement sera pure seulement au bout de 10 jours, mais après 3 jours si c'est en contact avec une femme accouchée. L'accouchée elle-même sera purifiée après 40 jours pour un avortement, après 10 jours pour une naissance. Cette durée de 40 jours se retrouve dans beaucoup de lois sacrées grecques. On a une inscription également à l'Indos, dans l'île de Rhodes, qui étend l'interdiction de pénétrer dans un sanctuaire à toute personne qui a été en contact avec une fausse couche d'une femme, d'une chienne ou d'une ânesse. La prescription la plus sévère, c'est celle du sanctuaire de Dionysos, à Philadelphie de Lydie, donc en actuelle Turquie, qui bannit à jamais de son enceinte ceux qui utilisent ou qui conseillent à d'autres d'utiliser des filtres abortifs ou contraceptifs. Mais donc, dans toutes ces inscriptions qui, effectivement, attachent à l'idée d'avortement la notion de souillure, il s'agit donc de prescriptions religieuses qui sont assez nombreuses, bien documentées, qui font intervenir la notion d'impureté, de souillure, ce que les Grecs appellent le miasma, mais non pas du tout une notion juridique de culpabilité. Ces prescriptions consistent en des jours d'interdiction d'entrer dans le sanctuaire et non pas dans des sanctions de droit public ou privé. Elle frappe aussi bien d'ailleurs les femmes avortées que les femmes accouchées, les femmes enceintes qui ont accouché, et elle concerne aussi parfois les femmes qui ont leurs règles. De manière générale, d'un point de vue religieux, l'expulsion, l'émission de tout liquide corporel, les menstrues, le sang, l'urine, le sperme, est proscrite dans une enceinte sacrée parce que ça fait horreur aux dieux. Donc, si vous voulez, c'est pas l'avortement en tant que tel, c'est donc le fait qu'il y ait une partie qui soit émise par le corps qui sorte dans le sanctuaire. Donc, dans l'Antiquité gréco-romaine, l'enfant avorté comme l'enfant mort-né ne sont absolument pas décrits comme maléfiques en soi. Le topos du nouveau-né malfaisant n'est mis en place que par le christianisme qui élabore la notion de limbe des enfants non baptisés. Et les textes apocalyptiques chrétiens sont les premiers à faire allusion au pouvoir vengeur des enfants avortés, des enfants mort-nés. Alors reste le texte le plus célèbre qui est le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate, donc fameux serment écrit vers 400 environ, avant notre ère, qui contient une interdiction dont le sens était déjà débattu dans l'Antiquité. Je ne remettrai à personne du poison, si on me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un paisseur abortif. Alors, s'agit-il d'interdire l'avortement parce que le fœtus est déjà un être humain, de protéger la femme enceinte de pratiques dangereuses pour sa vie,
Ou s'agit-il de ne pas contrecarrer le pouvoir des hommes sur le corps des femmes et leurs prérogatives en matière de décision d'engendrer ou non? Eh bien, avant toute chose, il convient de rappeler que, comme la plus grande partie des textes transmis sous le nom d'Hippocrate, le serment n'est pas d'Hippocrate lui-même. Il apparaît dans la liste des œuvres d'Hippocrate seulement au 1er siècle de notre ère. Donc ça n'a pas en soi beaucoup d'importance que le serment ne soit pas du grand médecin du 5e siècle, mais par contre, il est important de savoir dans quel contexte il a été produit. Et donc un savant qui s'appelle Edelstein, Ludwig Edelstein, a supposé que, selon toute probabilité, il a été composé à Alexandrie sous l'influence des pythagoriciens, donc des gens qui enseignent que l'embryon est animé dès la conception. Et il semble également que le texte lui-même du serment ne proscrive pas l'avortement en général, mais seulement l'épaisseur abortive, c'est-à-dire une des modalités de l'avortement. Quelle est la portée de ce texte, le serment? L'interprétation de ce serment comme norme prescriptive pour l'ensemble de la profession, si on peut user ce terme médical, remonte dans l'Antiquité à Scribonius Largus, un médecin romain qui vivait à la cour de l'empereur Claude. Par ailleurs, le serment d'Hippocrate a pris de l'importance par la suite parce qu'il s'est avéré conforme à l'éthique enseignée par les premiers pères de l'Église chrétienne, de sorte qu'il a été de plus en plus utilisé à partir du IIe siècle de notre ère. Soranos, le médecin grec, affirme ainsi que c'est la tâche spécifique de la médecine de garder et de préserver ce qui a été engendré par la nature. Mais son effet restait probablement assez limité. Constantinos Caparis pense que le serment visait à interdire toutes les formes d'avortement, mais était formulé de manière suffisamment floue pour permettre une large marge d'interprétation individuelle, de sorte que le médecin était toujours susceptible de provoquer des avortements, pourvu que ce soit des avortements en quelque sorte thérapeutiques, en particulier s'il s'agissait de sauver la vie. Alors pour terminer, je dis un mot sur l'opinion des philosophes. Donc je passe en vue très rapidement les principaux courants. Les pythagoriciens pensaient que la vie débute dès la conception, et il est possible qu'ils aient condamné l'avortement, mais de cette condamnation, nous n'avons aucun texte, et il faut rappeler que, de toute façon, le pythagorisme était une secte aristocratique qui ne concernait que quelques personnes. Platon était tout à fait favorable à l'avortement généralisé pour des raisons économiques et eugéniques, et il proposait dans la République, outre l'infanticide forcé de la part de l'État des bébés qui sont jugés inaptes, des bébés handicapés notamment, il proposait l'avortement forcé, toujours contrôlé par l'État, des enfants illégitimes. Quant à Aristote, dans le livre 7 des Politiques, il passe en revue les mesures eugéniques qui permettent de veiller à l'excellence de la population civique et d'en contrôler le nombre, sélection des partenaires à un âge optimal, exposition, c'est-à-dire abandon des bébés nouveau-nés qui ne correspondent aux normes physiques, et au sujet de l'avortement, il le préconise en précisant qu'il doit s'agir d'embryons qui n'ont pas encore pris forme humaine. C'est le texte que vous avez sous les yeux. Cette législation a fait l'objet de différentes interprétations. Donc évidemment, c'est une législation pour l'état idéal. Hein. On n'est pas dans une vraie législation, on est dans une législation pour la cité idéale imaginée par le philosophe. Il ne s'agit pas vraiment d'une reconnaissance d'un droit à la vie. Aristote autorise l'élimination des nouveau-nés mal formés, et il ajoute: est-ce une action permise ou impie? Ce sera la sensibilité et la vie. Donc Eisthesei Todzen, qui le détermineront. Une précision qui prend tout son sens à la lumière des lois sacrées sur l'impureté qui augmentent en fonction du stade de développement de l'enfant. Les stoïciens pensaient que la vie ne commence qu'à la naissance, mais il y a des traces, on l'a vu avec Musonius Rufus, comme dans leur doctrine, d'une condamnation de l'avortement. Donc au total, je dirais que le jugement sur l'avortement est en grande partie lié à la question de l'animation de l'embryon, à partir de quel moment il est considéré comme un être vivant, et un être vivant éventuellement doté d'une âme. Quand l'embryon devient donc en quelque sorte une personne, l'avortement peut éventuellement être condamné d'un point de vue philosophique, mais à ma connaissance, on n'a pas véritablement la notion de droit à la vie du fœtus. Alors pour conclure, je dirais justement qu'en ce qui concerne cette notion de droit à la vie du fœtus, il faut noter que même si l'idée selon laquelle le fœtus est un être vivant avait déjà commencé à se répandre vers la fin du 5e siècle chez les médecins hippocratiques, la notion de droit à la vie est absolument inconnue de l'Antiquité, et nous ne lisons jamais dans les sources des mots de sympathie ou de pitié pour un fœtus avorté. En conséquence,
l'avortement est pratiqué sans restriction légale ni morale. Avec le christianisme, les choses vont changer, comme va vous l'expliquer Meike van der Lugt. L'avortement est interdit par le concile chrétien d'Elvira en 305 de notre ère, et puis ensuite, à la fin du IVe siècle, quand le christianisme devient le nouveau consensus social, à ce moment-là, le serment d'Hippocrate est exigé des médecins, et donc devient en quelque sorte une norme prescriptive.